Le défi polaire de Top Gear, James May a récemment révélé qu'il s'agissait de la plus grande réussite de sa carrière dans Top Gear. Et aujourd'hui, nous avons un pick-up. Fondamentalement, il s'agit d'une Toyota Hilux 2007 à moteur diesel de 3 litres, mais les amateurs de Top Gear savent à quel point elle a été travaillée et modifiée, ce qui en fait l'un des véhicules les plus intrépides jamais construits. La Hilux a été modifiée à l'origine par Arctic Trucks, spécialiste du tout-terrain basé à Reykjavik. L'entreprise s'est développée à partir de l'Islande et s'est implantée dans le monde entier, au Royaume-Uni, en Scandinavie, aux États-Unis et à Dubaï. Elle produit aujourd'hui des véhicules comme celui-ci et vous emmène également dans des expéditions telles que le Polar Challenge avec sa gamme de pick-up haut de gamme. C'est la première voiture à avoir atteint l'extrémité nord magnétique. A-t-elle été malmenée ou a-t-elle été entretenue depuis 2007? Jetons un coup d'œil. Il est difficile de ne pas remarquer la combinaison des roues et des pneus de ce pick-up. Les pneus sont énormes, ils mesurent 38 par 15,5 et sont montés sur une jante de 15 pouces. Je n'ai jamais vu de flanc pareil, sauf sur un tracteur. Ils sont en fait fabriqués ici chez Arctic Trucks. Vous pouvez voir les trous pour les goujons qui permettent de rendre ces pneus résistants à la neige ou de les visser à la main. Ça doit prendre une éternité. Sur la route, ces pneus fonctionnent à une pression d'environ 20 voire 30 PSI. Mais comme vous l'avez vu dans l'émission, ils se dégonflent à une pression inférieure à 2 PSI. Cela a pour effet de transformer ces pneus en chenilles, ce qui leur donne plus d'adhérence dans la neige. Ainsi, ce pick-up se transforme essentiellement en char d'assaut. La carrosserie de la voiture est dans un état remarquable. Il y a quelques bosses et éraflures où de petits morceaux ont été arrachés, mais j'imagine qu'en Arctique, tous les éléments dangereux se trouvent au niveau du sol. Il n'y a rien de vraiment dangereux à la hauteur du pare-choc ou de l'aile arrière. Tout est en bas. À ce propos, je me souviens que Jérémy avait parlé de l'épaisseur de la protection du carter sur ce véhicule. Ouais, c'est épais. Nettement plus épais que certains éléments des récentes voitures du Grand Tour comme la DB9 de Richard. C'est intéressant de voir que c'est une modification automatique sur toutes les voitures de Top Gear et du Grand Tour parce que les mécaniciens savent que les gars vont mettre ces voitures dans des positions qu'elles ne souhaitent pas. On pourrait penser que la protection du carter devrait s'étendre sur toute la longueur du véhicule et le protéger complètement, mais quand on est dans des situations où les choses peuvent vraiment mal tourner, on veut pouvoir accéder aux organes mécaniques comme les arbres de transmission et les différentiels plutôt que d'avoir une grosse plaque de métal qui nous en empêche. Et compte tenu de ce qui s'est passé pendant le voyage, c'est probablement une bonne idée qu'il n'y ait pas eu de plaque l'enveloppant complètement. Nous reviendrons sur ces dégâts dans un instant. Joli petit pare-buffle. Il fait environ un tiers de la taille de celui qui se trouve sur notre TRX de rampe, donc 1.0 ici. Et puis la modification préférée de Jérémy, les projecteurs, complètement inutiles, mais ils ont l'air cool. La modification la plus lourde sur ce véhicule est le fait qu'il s'agit essentiellement d'un Hilux. Pour monter ses roues et ses pneus, il faut créer plus d'espace. Ils ont donc coupé le véhicule et déplacé le sous-châssis avant, la crémaillère de direction et les points de suspension vers l'avant et vers le bas afin de loger ses pneus. Sinon, il serait tout simplement impossible de le loger dans l'arche. Passons maintenant aux dégâts les plus importants sur le véhicule. Vous pouvez en voir une partie ici. Cette plaque de protection latérale présente une sorte d'arc de cercle alors qu'elle devrait être droite. Et si vous vous souvenez bien, ils ont heurté un morceau de glace bien solide. Voyons les vrais dégâts en dessous. Waouh! C'est un coup dur. Voici le réservoir de carburant à longue portée du véhicule qui peut apparemment contenir 180 litres de carburant et ce carburant est littéralement du kérosène. Il a été modifié pour recevoir du kérosène A1. C'est fou. Mais c'est ce qui arrive quand on roule sur de la glace très ancienne. Jérémy dit qu'elle a jusqu'à 300 ans. Elle ne bougera pas quoi qu'il arrive. Et c'est ce que ça fait à un morceau de métal. Le réservoir entier est maintenu par une sangle à cliquet. Ce n'est probablement pas l'endroit le plus sûr pour s'allonger, mais c'est la voiture de Top Gear. Allez, on y va. Sans doute la pièce la plus emblématique de ce pick-up, les toilettes.
L'endroit où on lâche les gaz. Dois-je m'asseoir là où le grand homme s'est assis un jour? Sortez le téléphone. C'est solide? Oh, c'est très solide. Vous pensez que Jérémy ou James sont vraiment là-dessus? C'était pour la caméra, je pense. Commentez ci-dessous. Y a-t-il quelque chose à l'arrière? Pas vraiment, à part la pelle et le rangement. Nous avons un cric ici. Il n'y a rien de spécial. Le porte-fusil de Jérémy. Le fusil est toujours en place? Non. À moins qu'il y ait un pistolet quelque part. Il n'y en a plus. Il y a une histoire très intéressante qui a été révélée récemment. Pour moi, le meilleur moment de cet épisode est celui où il s'entraîne et où Jérémy est poussé dans l'eau glacée. Et c'est là qu'il revient en rampant. On voit qu'il est furieux et qu'il a envie de dire des choses très dures à ce SAS. Mais il faut dire qu'il n'en a pas l'occasion. Ben Collins a récemment interviewé Andy Willman sur sa chaîne Ben Collins Drives. Et nous allons voler la séquence où il discute avec Andy des raisons qui ont poussé cette SAS à pousser Jérémy. Et c'est pour ça que j'ai aimé le polar spécial, le pôle Nord. Parce que je me souviens qu'ils ont contourné le gouffre, ils ont fait un trou dans la glace. Ils avaient d'abord fait tout cet entraînement, alors la caméra semblait dire que nous faisions ces choses avec des tentes. La chasse à l'ours polaire, c'était génial. Le gars du SPS qui essayait de vous comment montrer tirer sur comment un ours survivre. polaire. Ouais, c'est ça. Apparemment, Jérémy a pris en charge la leçon de fusil de chasse. Eh ben... C'est ce qu'on m'a dit. Et à ce moment-là, il a été marqué dans l'esprit de ce soldat. Et il a alors tenu ce... Le gars a dit qu'il avait construit un monticule de neige et qu'il s'était dit, c'est ça, c'est l'ours polaire. Et il a dit, vous avez 5 balles dans votre fusil, et il a dit, vous en tirez une, je veux dire que c'est évidemment logique, vous ne voulez pas tuer un ours polaire, donc vous en tirez une au-dessus de sa tête, un coup à gauche, un coup à droite, un coup au sol, vous en avez 4, et s'il continue à courir vers vous, vous utilisez la dernière pour lui faire sauter la cervelle. Nous y pensions tous, mais Jérémy était comme... C'est quoi ce bordel? Vous gaspillez 4 balles et c'est un ours polaire. Nous avons tous consciencieusement tiré à gauche, à droite, en l'air, sur le sol, en train de frapper. Et c'est un morceau de neige, alors vous allez le toucher. Et puis Jérémy lui a tiré dessus. Je crois qu'il s'est pris 5 balles dans la figure. Et puis il a dit « Je pense que c'est une meilleure façon de faire. » Et l'homme du espier, c'était vraiment... Oui. Mais ils ont la mémoire longue. Quoi, alors les quand ours polaires? Non, oh, le oui. gars. Parce qu'il l'a mis sur la glace et qu'il a dit « Bon, plongez dans l'eau glacée. » Oh oui, on a dû faire ça. C'est génial. Ils sont tous alignés et ils commencent à blablater, là, blablabla, blablabla. Et le gars du SPS est passé tranquillement par derrière, le visage flouté, et il a poussé Jérémy à l'eau. Je n'ai jamais autant ri. Jérémy parlait il ne s'y encore, attendait n'est-ce pas pas du tout. Ouais. Son corps était tout mou, il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Et en plus, il l'a sorti de là et il lui a crié de se rouler dans la neige. C'était absolument hilarant. Nous avons dû le faire en tant qu'équipe hors caméra. Tu as plongé? Oui, mais on a sauté volontairement parce que on savait qu'il arrivait. Mais Jérémy continuait de râler. Je pense que, comme tu l'as dit, ce type en avait assez. Donc il s'est vengé en le poussant dans l'eau. Mais putain, c'était si froid. C'était comme si une barre de fer s'enfonçait parce que vous essayez de vous taire et vous ne pouvez pas. Alors vous ouvrez la bouche et c'est une barre de fer d'eau froide qui vous tombe dessus. C'est incroyable. Et là, oui, on se sent vivant. D'une certaine manière. L'intérieur de ce pick-up est en très bon état. L'intérieur est impeccable, mais comme l'explique le fait que si vous mettez le contact, ce pick-up n'a parcouru que 3778 km. Il a donc fait le voyage de l'Arctique avant d'avoir pris sa retraite. C'est une véritable pièce de musée. On peut voir ça comme une bonne ou une mauvaise chose. Il y a l'écran sat-nav d'origine dans la voiture, mais le sat-nav du bateau qui était nécessaire parce qu'il naviguait littéralement. Il est intéressant de noter que l'aspect GNT de cet épisode a été supprimé si vous le regardez en rediffusion sur iPlayer. Une décision intéressante de la part de la BBC. Le bateau sat-nav original aurait dû se trouver sur ce support, mais il a été supprimé. Je pensais qu'il y aurait eu cet écran en bas, mais il s'avère, et c'est quelque chose que personne d'entre vous ne saura, que dans la boîte à gants se trouve une PlayStation 2. C'était simplement pour amuser les gars quand le rythme était lent ou qu'ils avaient arrêté de filmer et simplement qu'ils étaient en train de se détendre.
Il y a un jeu ici. De quoi il s'agit? David Beckham Soccer. À vrai dire, je m'attendais pas à ça. Jérémy et James aiment-ils le football? Je sais que Jérémy est un peu fan de Chelsea. James, lui, ne l'est pas du tout. Bien. Nous avons appris quelque chose de très intéressant aujourd'hui. J'ai dit que c'était la première voiture qui avait atteint le nord magnétique. En fait, ce n'est pas le cas. Arctic Trucks a ce support Hilux. Il est juste là où les Islandais étaient assis, prêts à ce que la voiture tombe en panne. Apparemment, cette voiture a été tellement endommagée qu'elle a commencé à être très lente et les présentateurs ont alors pris la voiture d'assistance. Si vous regardez les épisodes, vous verrez que les vitres et le pare-brise de cette voiture sont très teintés. C'est pour éviter que l'éblouissement ne perturbe les caméras. Et pour y remédier, il y a en fait 2 lumières intérieures que vous pouvez allumer pour éclairer les présentateurs malgré la teinte. Le véhicule de soutien n'a pas une teinte aussi foncée, ainsi, dans cet épisode, il passe soudainement d'une voiture teintée à une voiture non teintée. C'est ce véhicule qui les a conduits en premier au nord magnétique. Ce véhicule est arrivé juste un peu après le véhicule de soutien. On m'a confié les clés de cette légende de Top Gear. Va-t-elle démarrer? Oh oui! Vraiment en douceur. Elle n'a pas fait beaucoup de kilomètres. En fait, ça fait combien de temps? Ça fait 17 ans? Ben oui, c'est un démarrage super doux. On devrait l'emmener faire un tour. En fait, et si on invitait une amie? Oh, je vais vomir! Ouais! Ne la casse pas, ne la casse pas, ne la casse pas.